Bonjour tout le monde. Nous accueillons dans le cadre de cette séquence et de cette rubrique intitulée Ma déclaration Madame Nadia Salah, qui est directrice des rédactions du groupe Ecomédia, qui regroupe à la fois bien évidemment le quotidien L'Économiste, le journal Sabah en arabe et Atlantique Radio. Elle est aussi enseignante à l'école supérieure de journalisme et de communication qui dépend du même groupe. Madame Nadia Salah a une très très longue carrière de journaliste puisqu'elle a à la fois à l'étranger en France et au Maroc. Elle fut chargée de la rubrique économique au sein de l'opinion, mais aussi au sein du magazine La Vie économique. Madame Nadia Salah est titulaire d'un doctorat d'université en économie monétaire. Elle a aussi un diplôme de l'IEP de Grenoble et aussi de l'Institut de journalisme. Alors, cette rubrique intitulée Ma déclaration, dans le cadre de cette rubrique, on a sollicité l'avis et le commentaire d'une dizaine d'intellectuels, d'hommes et de femmes des médias et de l'art pour interagir avec l'un des textes, l'un des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme où nous donner son approche personnelle globale sur la Déclaration des droits de l'homme, bien évidemment à la lumière de leurs préoccupations actuelles et dont la déclaration a été adoptée en 1948 et il ne vous échappe pas que depuis les choses ont évolué et que d'autres préoccupations sont apparues relatives à la question des droits de l'homme. Madame Nadia Salah va nous entretenir d'un des droits qui n'a pas été en tant que tel identifié dans la déclaration et qui est le droit à l'information. Pour rappel sur cette question importante, le CNDH a déjà travaillé et produit un certain nombre de choses, donc notamment deux mémorandums. Un en 2014 qui est relatif à la question au code de la presse et de l'édition. Et le deuxième mémorandum, c'est le mémorandum consacré à la question de l'accès au droit à l'information suite à la saisine de la part du Parlement et du gouvernement en 2016. Donc je vais donner la parole à Madame Nadia Salah et on aura un échange, j'espère, le plus dynamique possible par la suite. Merci. Merci à vous de vous être déplacé et puis pour venir m'écouter. Merci au CNDH, M. Yazami, professeur. Merci à vous de me donner cette liberté de parler de quelque chose qui n'existe pas. Non, je blague. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. C'est un article qui n'existe pas comme nous l'aurions rédigé aujourd'hui. C'est celui qui concernerait les droits de l'homme à l'information. Alors, j'ai pas voulu faire DHI parce que je sais que les jeunes qui sont là, ils vont me faire une blague là-dessus et ils vont dire directrice hautement incompétente. Alors DHI, ça n'existera pas, mais ça veut quand même dire droit de l'homme à l'information. Donc nous n'avons pas dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, nous n'avons pas d'article spécifique sur l'information. Mais nous avons un droit sur lequel on peut construire. C'est l'article 19, liberté d'expression et liberté d'opinion qui ne peuvent pas être inquiétées. Personne ne peut être inquiété pour cela. C'est un peu maigre par rapport à ce que nous avons aujourd'hui comme développement de l'information. Je voudrais faire une toute petite parenthèse. À mon sens, mais ça n'est qu'à mon sens, c'est pas quelque chose qui est forcément partagé, mais c'est quelque chose que nous appliquons dans notre groupe et que nous enseignons à nos élèves. Pour nous, la liberté de presse n'est pas la liberté d'expression. La liberté de presse est là pour garantir la liberté d'expression des autres. Vous voyez cette distinction-là. Mais je vous dis bien, nous la faisons, vous n'êtes pas obligés de la faire. Plusieurs ONG ont repris le nom d'article 19, il y a plein d'ONG dans le monde qui s'appellent article 19, justement pour en faire une raison sociale et défendre la liberté de presse. Hamdoullah.
Les textes les plus anciens sur ce domaine, eh bien, il y a les Anglais, 1678. Voilà, 1689, pardon. 1689, c'est la première déclaration. On ne peut pas enfermer quelqu'un sans l'en informer. Pardon de ce jeu de mots, il est un peu bête, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Après, on a eu 1789, 100 ans plus tard, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui aborde ce thème dans 2 articles, l'article 14, l'article 15. Alors, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'avaient fait les révolutionnaires français, juste la première année de la Révolution, c'est pas inintéressant parce qu'ils disent, article 14, les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, d'en déterminer la quotité, l'assiette et le recouvrement et la durée. C'est la première fois qu'on pose une sorte de redevabilité en matière de politique publique. C'est pas mal du tout. Article 15, la société. Alors on ne dit plus chaque citoyen, on dit la société. Je ne sais pas si les gens qui ont rédigé ça au moment de la Révolution française étaient conscients de la différence, je ne sais pas. Donc la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Alors le mot administration, il y a 200 ans, ça voulait dire de sa gestion, de administrer. Ce n'est pas l'administration comme on entend aujourd'hui, le corps qui sert l'État. Je ne sais pas. J'espère que je me trompe. Je ne sais pas si, quand on commencera à appliquer le droit de l'accès à l'information par les citoyens marocains, je ne sais pas si on arrivera à un tel niveau de rendu qu'avaient voulu les révolutionnaires en France il y a 200 ans. J'ai peur que non. J'espère que je me trompe. Regarde, allez, rapprochons-nous un peu maintenant dans l'histoire. Les textes plus récents sur les droits de l'homme, vous savez très bien, c'est la déclaration universelle. Mais avant de l'aborder, je voudrais qu'on regarde un peu plus près le pacte international pour les droits civils et politiques. 1966, entré en application en 1976, le Maroc ne l'a toujours pas signé. Vous pouvez aller voir ces textes-là dans le site du CNDH. Il est très bien fait, facile à utiliser. Dites merci au moins. Ensuite, on a eu... Alors, dans cette charte-là, il y a 2 articles qui sont intéressants, le 18 et encore le 19. Malheureusement, le Maroc ne l'a pas signé, et je voudrais signaler quelque chose qui me tient à cœur. Dans cette charte-là, il y a que chaque enfant doit être déclaré, a le droit d'être déclaré, et le droit d'avoir un nom. Eh bien, je ne sais pas combien ils sont au Maroc, de ces tout petits, qui sont passés à côté parce que leur maman les a eus toutes seules et que leur famille avait tellement honte d'eux qu'elle leur a interdit d'exister. Alors si on pouvait s'occuper un petit peu d'eux à travers les droits de l'homme, ce serait super. Mais ça, c'est mon petit plaisir à moi, c'est de vous demander ça, c'est mon cœur qui parle. Ensuite, nous avons 1981, quelque chose dans lequel nous sommes rentrés en retournant à l'UA, l'Union africaine, c'est la Charte africaine des droits de l'homme, de Nairobi, 1989. Alors ça, c'est intéressant, parce que cette charte, elle mélange plusieurs choses. Elle mélange l'homme, l'individu, elle mélange les peuples, les États et les nations. Et ces glissements de l'un à l'autre provoque une certaine gêne, parce que au nom d'un État, je peux revenir sur le droit d'un individu. Au nom du droit d'un individu, je peux briser une nation. Et cette question-là, en 1981, n'est pas résolue dans la Charte africaine des droits de l'homme. Je rappelle qu'en revenant à l'UA, nous acceptons cette charte-là. Elle pose aussi un autre problème. Bon, je laisse tomber, on gagne du temps. L'article 9, alinéa 1, dit
toute personne a le droit à l'information. C'est la première fois dans les grandes chartes internationales que l'on voit cette ligne-là. Toute personne a droit à l'information. Et l'article 9.2, toute personne a le droit de s'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. Alors que les autres déclarations et autres chartes, les autres ne mettent pas dans le cadre des lois et surtout pas des règlements. Vous imaginez bien pourquoi. Parce que le règlement est une formalité administrative qui souvent n'a même pas l'obligation d'être publiée. Donc, quand on vous applique un texte qui n'est pas publié, on n'est même pas dans le début du commencement de vos droits. Alors, mais je me demande si nos amis de l'Est ne vont pas travailler cette charte pour nous mettre un peu en difficulté sur le continent, comme pour le Sahara, mais en disant attention, le Maroc qui vient de voter une loi sur l'accès à l'information, l'accès des citoyens à l'information aussi restrictive, a-t-il le droit de siéger parmi nous? J'espère que personne ne le verra. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur le travail que l'UNESCO a fait faire au Maroc concernant les droits. Le droit d'accès à l'information, c'est le meilleur travail que je connaisse dans ce domaine. Il date, c'est très très récent. Il s'appuie sur l'article 19 de la Déclaration universelle et l'article 27 de notre Constitution, celle de 2011. Le droit d'accès, je le cite cet article-là, le droit d'accès à l'information publique est essentiel au fonctionnement démocratique des sociétés et au bien-être de chaque individu. Ça, c'est notre Constitution de maintenant. Alors, ce travail a été fait pour le compte de l'UNESCO par le réseau marocain pour le droit d'accès à l'information, le REMDI, avec deux leaders, le professeur Saad Filali Meknassi, je le salue, et le directeur de ce travail qui était M. Foukahi. Je les salue tous les deux pour la qualité de leur travail, que je ne les connais pas. Hein. Je ne connais que la qualité de leur travail. Si vous voulez, on reviendra dessus. Maintenant, je laisse de côté évidemment tout le travail des médias, dont c'est le pain quotidien de travailler sur l'accès à l'information. La Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le sujet que m'a collé le CNDH aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1944, 70 ans maintenant, de 1948, elle ne contient pas explicitement le droit à l'information, et à partir de l'article 19, le droit de s'exprimer, on essaye de faire une exégèse, de tirer un enseignement, de construire quelque chose qui nous permette de protéger notre droit à l'information. Pourquoi ils n'y ont pas pensé? À mon avis, ils ont pensé, mais ils n'ont pas eu le temps. C'est un travail qui s'est fait en moins de 2 ans, sorti de la guerre, avec plein d'experts qui n'étaient pas forcément, qui n'ont pas eu forcément le temps de bien se poser toutes les questions qui auraient pu advenir sur ce droit. Il y avait Madame Eleanor Roosevelt, avec toute l'aura de son mari qui venait le président américain, décédé quelques mois auparavant. Et il y avait quelqu'un que les plus anciens parmi vous connaissent, le professeur René Cassin. Alors, c'est pas le René Cassin qui est mort il y a quelques années, c'est le René Cassin, juriste, prix Nobel de la paix et prix Nobel de l'ONU sur les droits de l'homme, qui s'est occupé d'installer en Europe le tribunal sur les droits de l'homme. Les nations victorieuses à ce moment-là avaient encore dans les yeux et dans la tête les horreurs des camps de concentration, les horreurs des combats qui n'étaient pas finis en Asie. Donc ils ont surtout cherché à protéger les corps, me semble-t-il. Pas tellement autre chose. Lorsque ce texte a été préparé à Paris, il faut dire que beaucoup de nations n'existaient pas encore. Il y avait les nations occidentales, il y avait les nations de l'Europe orientale qui allaient devenir communistes dans les années qui venaient.
mais beaucoup de nations étaient encore colonisées. Et c'est assez paradoxal de penser que le Maroc a envoyé ces hommes qui sont morts en Europe, dans des familles qui ont perdu les enfants, qui ont perdu leur fils aîné, qui ont perdu quelqu'un en Europe, au nom de valeurs que les Marocains n'ont pu avoir que 50 ans plus tard. Ces valeurs qui sont dans la Déclaration universelle n'étaient pas celles auxquelles ils avaient droit durant la colonisation, mais non plus n'ont pas été celles auxquelles les Marocains ont eu droit jusqu'à la libération actuelle, à la libéralisation actuelle. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui ont payé de leur corps d'avoir contesté telle ou telle chose qui se passait sous Bastry, sous Hassan II. Donc, à ce moment-là, peu de pays trouvaient raisonnable d'avoir une presse totalement libre, même en Occident. On avait ça aux États-Unis, et puis basta, c'est tout. Les autres, comment est-ce qu'ils raisonnaient? Ils disaient non, la presse ne doit pas être totalement libre parce qu'elle est capable de nous entraîner dans les horreurs d'Hitler. Elle est capable de nous entraîner dans les horreurs qu'ils ont vécues. Parce que qui est-ce qui a popularisé l'idée d'assassiner tous les juifs? Qui est-ce qui a popularisé l'idée que les Arabes étaient aussi des sous-races? Qui est-ce qui a popularisé l'idée qu'il fallait exécuter les communistes ou les socialistes? Ce sont les médias. Donc à la sortie de la guerre, il y avait une grande méfiance autour de la liberté des médias. Donc c'est assez compréhensible qu'on ne l'ait pas mis en avant. Et puis on n'était pas encore à un moment où on allait construire toute une économie sur l'information. Ce n'est venu que bien plus tard. On n'avait pas la moindre idée qu'un jour il y aurait des entreprises avec des millions d'employés dans le monde qui ne travailleraient que sur l'information. On n'avait pas encore la moindre idée qu'un jour il y aurait des milliards de dollars qui seraient des recettes, des bénéfices d'entreprises qui ne travailleraient que sur l'information. Alors, vous voyez bien, l'information dont je vous parle maintenant, c'est pas l'information des journaux. La presse, les journaux, la télévision, les radios, le web, c'est un tout petit morceau de ce qu'est réellement l'information. Et quand on parle de circulation de l'information, de la création d'un bain dans lequel nous allons tous baigner, la presse est un tout petit morceau. Le reste est gigantesque à côté. Quand vous envoyez un like à vos amis, c'est une information. Quand vous voyez, que sais-je, allons-y, chacune des cellules de votre corps a à l'intérieur un segment qui n'est que la codification d'informations. Ça va vous donner des sourcils blonds, des yeux verts, des yeux marrons, des cheveux très noirs, des cheveux un peu châtains, frisés, pas frisés. C'est de la codification d'informations. Et nous avons fait de tels progrès en scientifique qu'aujourd'hui nous savons ce que c'est. Nous ne savons pas le faire. Nous savons ce que c'est. Nous commençons à avoir une idée que ces choses-là pourront développer plein d'autres choses. On parle même de faire des transhumains. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je préférerais ne pas avoir à me prononcer là-dessus. Mais tout ça, c'est du travail à partir de l'information. Donc, on comprend les gens qui ont préparé, rédigé le texte sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout ceci, ils n'en avaient pas la moindre idée. Donc, pour eux, il était suffisant de parler de liberté d'informer, circulation, ou basta. Ça suffisait. Le reste, avoir une liberté de penser, c'est suffisant. Mais nous, c'est autre chose. Et je voudrais... Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Alors, dans cet avis qui est rendu par le CNDH sur la loi qui a été votée la semaine dernière concernant l'accès des citoyens à l'information. L'avis est un avis de juriste. C'est
c'est pas drôle à lire. Enfin, quand on a fini de le lire, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a voté, hein? On a laissé voter des choses qu'on va regretter. Et je crois qu'il y avait un genoune, un diablotin quelque part, qui non seulement a inspiré leurs graphistes, parce qu'ils ont mis une barrière sur la première page, mais le plus drôle, c'est que à l'intérieur, je suis sûre qu'ils ne l'ont pas vu. Alors, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais la deuxième ligne, elle dit « Avis du CNDH sur le projet de loi » et pas le projet de loi. J'adore ce diablotin qui a fait faire cette bêtise. En fait, il avait vu juste. Il nous a éloignés, ce projet, qui est aujourd'hui une loi, nous a éloignés du droit des citoyens à avoir un accès à l'information. C'est malheureux. C'est malheureux, bon, mais on va... Alors qu'on aurait pu s'inspirer d'un travail qui a été fait au niveau de l'Union africaine, qui s'appelle le projet de loi type pour l'accès à l'information. C'est un gros document. Si vous voulez, ah voilà. Le voilà. Un gros document. Vous pouvez le trouver aussi dans le site du CNDH, mais il faut fouiller un petit peu, hein, il n'est pas tout de suite là. Ou sinon, vous pouvez le trouver aussi sur le site de la BAD ou le site de l'UA. Hein, ça. Un gros document où on peut pêcher plein de choses. Dedans, on peut prendre ou pas prendre. C'est une sorte de projet de loi type. On aurait pu s'inspirer de ça. C'était beaucoup plus avancé que ce que nous avons eu. Et ce projet de loi type est très détaillé. Il est très rassurant. Parce que pourquoi les gens qui votent les lois, pourquoi les gens qui les proposent dans les administrations ou dans les gouvernements ont très peur de donner accès à leurs citoyens? Un, ils ne veulent pas être embêtés tous les jours. On peut les comprendre. Ça, on peut organiser. Deux, ils ne veulent pas qu'il leur arrive ce qui leur est arrivé à l'OCMA quand le roi est passé en disant « Qu'est-ce que vous avez foutu dehors ?» Ils ne veulent pas de ça. Et puis, ils veulent pas, ils font en général bien leur travail. Ils ne veulent pas qu'on aille leur chercher la petite bête alors que nous ne connaissons rien à leur boulot. Je les comprends. Je les comprends. J'aime pas qu'on vienne fouiller aussi dans mes papiers. Mais il faut qu'on fouille dans mes articles. Il faut qu'on me dise, mais c'est pas le mot que vous auriez dû employer. Votre idée, elle n'est pas bonne. Je veux la discuter. Bismillah, on discute. Et on arrive à accumuler des compétences, du savoir, que de cette façon-là. Pour aller vite, on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que l'information n'est pas indifférente à la constitution physique de nos cerveaux. Alors, c'est pas une blague. C'est raconté par Boris Cyrulnik, qui est l'homme qui a le plus avancé avec ses équipes dans les neurosciences. Alors, il dit qu'ils ont fait une étude à Londres sur un échantillon de chauffeurs de taxi et sur un échantillon de chauffeurs de bus. Quand on montre une carte de Londres ou quand on donne une adresse à trouver à un chauffeur de bus à Londres, bien, il y a très peu de lumière qui se fait dans le cerveau. Ça veut dire que les branchements ne sont pas bons. Il n'en a pas suffisamment. Pourquoi? Parce qu'un chauffeur de bus, il fait toujours le même circuit. Il ne va pas à une adresse précise. Inversement, quand on fait le même test avec les chauffeurs de taxi, ça brille. Et si vous allez sur YouTube, vous regardez les conférences de Boris Cyrulnik sur les neurosciences, vous allez trouver ces images et ces explications. Mais le mieux, donc le chauffeur de taxi, lui, il a les branchements, les synapses qui lui permettent de raisonner et de se repérer dans Londres. Ce que n'ont pas les chauffeurs de bus. Mais les choses sont bien faites, je ne sais pas qui les a faites, en tout cas merci au bon Dieu qui les a faites comme ça, à celui des bons dieux qui les a faites comme ça, parce que 3 mois après, eh bien on rattrape. Vous mettez un chauffeur de bus comme chauffeur de taxi, eh bien 3 mois après ça s'allume. Il a récupéré et ses synapses se remettent à fonctionner, à se recréer. Ce qui veut dire, pour ce qui nous intéresse, ce qui veut dire que nous sommes capables d'accumuler des informations
d'une manière peut-être infinie et qu'il n'y a rien de donné a priori. Quand on voit ça, on se dit, criminel est celui d'entre nous qui veut m'empêcher d'accumuler des informations. Je n'ai pas le droit de vous empêcher d'accumuler des informations dans votre tête. Votre tête est faite pour ça. Votre tête est faite pour progresser, pour se remodeler en fonction des informations que vous accumulez. Ça, c'est génial. J'aurais pas pu vous dire ça il y a 3 ans parce qu'on ne connaissait pas ces travaux-là. Il n'empêche, une petite parenthèse encore. Vous connaissez tous, bien sûr, Amartya Sen, prix Nobel d'économie. C'est le premier, c'est un Indien qui travaille aux États-Unis, qui a travaillé toute sa vie aux États-Unis. C'est le premier qui a dit, il faut donner aux pauvres, aux plus humbles d'entre nous, des capacités. Je vais garder ce mot bizarre en français, anglais, capacité. C'est ce qui va me donner des chances supplémentaires dans ma vie. C'est comme mes synapses. Ils ne me sont jamais donnés définitivement. Je peux toujours construire. Et en mettant de l'éducation, en mettant des chances, en mettant des choix à la disposition des plus pauvres d'entre nous, eh bien on leur donne des capacités supérieures. Et ils peuvent reconstruire une vie. Il n'y a rien de définitif. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait ce que nous faisons aujourd'hui. Donc ne pas empêcher les gens d'accumuler des compétences supplémentaires. Attendez, je ne suis pas naïve. Je sais bien que parmi mes collègues, il y a des petits voyous. Je sais bien que parmi des gens qui cachent les informations, il y a des corrompus. N'empêche. Et je sais bien aussi que dans une population donnée, peut-être parmi vous, il y a des gens qui manipulent l'information, qui professent des tromperies. On a bien entraîné les Anglais à voter le Brexit en leur racontant des bobards sur leur système de santé et sur leur cotisation avec l'Union européenne. Si on est capable de faire ça, on est capable de faire le moins. Donc je sais bien qu'il y a ça. Mais donnant des capacités à chacun d'entre nous, surtout quand ils sont petits, jeunes, de pouvoir évaluer l'information dans laquelle ils baignent, évaluer ce qu'ils vont retenir ou pas. Après ça, c'est leur liberté. Voilà, c'est ce que je voulais surtout vous dire. Si vous avez d'autres questions et des reproches, je vous écoute. Merci beaucoup, Madame Nadia Salah, de cette intervention à la fois riche par le volume d'informations qu'elle nous apporte et en même temps en partant de votre expertise. Il oserait quand même pas dire le contraire. Non, mais en partant aussi de votre expertise de la question à la fois de l'accès à l'information, mais aussi de la maîtrise, du contrôle de l'information et notamment dans un contexte comme le contexte du Maroc. Écoutez, le débat est ouvert à vos questions, à vos interrogations. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes, peut-être futurs journalistes dans la salle. Donc la parole est à vous. Il y a un micro qui est disponible. En attendant que vous preniez en attendant les questions, je vais vous enseigner les premières règles. Alors, en attendant que vous preniez vos questions, je vais vous enseigner les premières règles de protection contre les fausses informations, les fake news, on dit aux gens aujourd'hui. Première chose, sachez qu'il y a 4 catégories d'informations. Il y a l'information crédible, non crédible, vraie, fausse. Et je vais marier. Donc, j'ai les informations crédibles, mais vraies, mais fausses. Par exemple, en Europe, si vous dites « il pleut dans le Sahara », ils ne vont pas vous croire. Vous avez les informations non crédibles et fausses. Celles-ci, pas de problème, elles vous intoxiqueront jamais. Vous avez les informations qui sont crédibles et vraies, pas de problème avec ça. Et vous avez les informations qui sont non crédibles mais vraies. Le coup de la pluie dans le Sahara, c'est non crédible mais vrai. Alors, quand vous voyez une information comme ça,
arrêtez-vous, réfléchissez davantage. Quand vous avez à donner une information qui est non crédible mais vraie, il faut qu'elle passe, elle est vraie. Hein? Votre interlocuteur en a besoin. Il faut que vous préfassiez un détour pour arriver jusqu'à lui, à toucher son intelligence. Vous avez aussi des informations qui sont des rumeurs, les fake news. On adore ça. On adore ça. Dites-vous bien que s'il y a un de ces trois éléments, ou deux ou trois de ces éléments, que je vais vous dire, méfiance. Si dans une information j'ai du sexe, si j'ai du pouvoir, si j'ai de l'argent, si j'en ai deux de ces trois ou trois, méfiance. Je ne dis pas que c'est faux. Méfiance. Pourquoi? Parce que ça parle à mes émotions profondes. Ça parle à mon cerveau saurien qui adore le sexe. Enfin, au vôtre, pas au mien. Vous avez aussi, il faudra vous méfier des dissonances cognitives. Alors la dissonance cognitive, c'est l'imam du quartier a assassiné sa femme. Le médecin a tué son patient. Vous savez, quelqu'un qui a pour métier de faire une chose et qui fait le contraire. Le voyou au grand cœur, le policier bandit. Méfiez-vous de ça. La dissonance cognitive retient notre attention, je ne sais pas pourquoi. Il faudra peut-être demander à Boris Cyrulnik. Retient notre attention et abaisse notre niveau de méfiance. Ensuite, les attaques qui sont portées au premier. Alors, au premier de la classe, au premier... je vais vous raconter quelque chose, vous allez... Tous les 5-7 ans, il y a une rumeur qui fait le tour de la planète, en 5-7 ans. Et elle dit la chose suivante. McDonald's, qui est le premier des sandwichers, des fabricants de sandwichs au monde, McDonald's met des vers de terre hachés dans ses burgers. Si jamais plus je retourne chez McDonald's. Et puis deuxième réflexion, mais qu'est-ce que je suis bête. Ça coûterait combien de faire un hachis de vers de terre par rapport à un hachis de bœuf? Évidemment, c'est pas possible de faire un hachis de fer. Mais c'est une rumeur et elle fait patiemment le tour de la planète. Pourquoi? Parce qu'elle s'attaque aux premiers. On adore les premiers et on adore les attaquer. Voilà, ces petites précautions, ça vous aidera à traverser le monde des informations qui sont un bain autour de nous. Hein, un bain autour de nous. Bon, non. Non, mais c'est... en dehors de toute précaution, prenez la parole. J'ai quelques-unes de mes élèves ici, elles peuvent jurer que je les ai jamais mordus. Peut-être, bon, il n'y a pas peut-être de questions qui viennent comme ça spontanément tout de suite. J'en ai une. Vous avez parlé du projet de loi d'accès à l'information en disant que c'est une au lieu d'avoir une avancée, on peut s'interroger sur effectivement les apports qu'il a pu. Est-ce qu'il contribue réellement à faciliter l'accès de l'information des citoyens ou pas? On sait que dans ce domaine-là, on a une tension à la fois entre la question de l'accès à l'information et puis la question de l'ordre public, la question de la protection des personnes privées. Comment, à l'aune de ces tensions-là, vous analysez en fait les apports de ce projet, de cette loi maintenant qui est une loi? Est-ce qu'elle donne aux citoyens marocains, est-ce qu'elle donne des outils, est-ce qu'elle permet d'avoir des leviers pour faciliter l'accès à l'information, notamment en ce qui concerne les administrations publiques ou pas? Non, alors bon, les données personnelles, quand vous allez à l'hôpital, vous avez votre dossier, c'est protégé. Personne n'a accès et la loi fait bien de le rappeler.
Elle fait bien de rappeler aussi qu'on n'a pas accès, par exemple, aux mouvements militaires en cas de guerre. C'est normal. Hein. Maintenant, les mouvements militaires hors de la guerre, c'est pas clair. Après tout, c'est nous qui payons. Ça mériterait qu'on en discute. On n'a pas discuté. Il n'y a pas eu de débat national là-dessus. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette loi, elle dit toute information est ouverte et les ministères doivent être proactifs, le publier eux-mêmes. 2 articles, surtout en matière financière, où on a fait des progrès de transparence colossaux en 40 ans, colossaux. Et puis, 2 articles plus loin, les informations financières sont protégées. C'est trop vague. Peut-être qu'il y a des informations financières à protéger, je demande à ce qu'on me le prouve. Je ne demande qu'à être convaincu. Pour l'instant, je ne le suis pas. On ne peut pas me dire blanc à un endroit, noir à 2 endroits plus loin. Ça veut dire qu'on a gardé le flou habituel où la loi ne s'applique pas toujours, pas à tout le monde, pas dans son intégralité. Et il ne peut pas y avoir... Alors pourquoi les administrations ont poussé dans ce sens-là? Parce qu'elles ne veulent pas qu'on les embête. Sauf que ce matin encore, chez un concurrent, le journal Les Échos, il y avait un Écho Maroc, il y avait une interview d'un des hauts responsables de l'association pharmaceutique, des laboratoires pharmaceutiques. Un endroit dans l'article, il dit, parce que le journaliste lui dit, mais vous n'avez pas de plan stratégique, rien du tout. Comment ça se fait? On était exportateur autrefois de médicaments et maintenant on en importe beaucoup trop, on ne sait plus où on en est. Et ce responsable de leur association lui répond, nous ne savons pas ce qui est importé de ce que nous produisons. J'ai relu 3 fois la ligne. Je me suis dit, mais ça va pas, mes yeux, mes lunettes ne sont plus en face de mes trous. Il y a seulement 5 ans, on connaissait ces informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment voulez-vous construire une stratégie pour les laboratoires pharmaceutiques? Je rappelle qu'on s'est développé sur cette spécialité-là grâce à l'embargo qu'on a fait peser sur l'Irak. On passait par l'ONU, on livrait des médicaments en Irak. Et c'est comme ça qu'on s'est développé, qu'on est allé dans le reste de l'Afrique. On est devenus des gens respectables dans la production de médicaments. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Eh bien, on n'arrive même pas à savoir ce qui nous est arrivé. Comment on va remonter la pente? Impossible, on n'a pas les marches pour le faire. Est-ce que vous savez que la dernière grande enquête, le recensement économique des entreprises, je vous demande, devinez de quand il date? Chiche. 2001-2002. Le recensement des terres qui nous permet de voir qu'on a des micro-exploitations agricoles. Vous savez de quand il date? 1991. Savoir, c'est une priorité. Je sais que ça coûte cher. Le recensement des terres, il y en aura peut-être pour 20-25 millions de dirhams. Mais quelle valeur! Quelle valeur! Et si je laisse filer mon industrie pharmaceutique, ça me coûte combien? Ça me coûte combien cette économie d'enquête, cette économie de chiffres, cette économie de communication? Probablement des milliards. Alors que j'aurais dépensé 1 million de dirhams, et j'avais cette information un jour. Des milliards qu'on n'a pas gagnés. Et le pire, quand l'information n'est pas là, le pire, c'est que je ne sais pas qu'elle n'existe pas. Je ne sais pas qu'elle n'existe pas. Mes synapses n'existent pas. Mes neurones ne sont pas branchés. C'est comme dans mon cerveau. Une société fonctionne de la même manière. Je ne sais pas que l'information n'existe pas. Je ne sais pas que telle activité ne va pas naître parce que l'information n'existait pas. Voilà, je vous ai fait un peu peur. Bonjour, vous avez dit que l'information coûte de l'argent. Oui. Ça veut dire qu'elle en rapporte
Aussi. Surtout à ceux qui la retiennent. Oui. Probablement. Ou pas. Oui. Justement, pour garder l'information, on évoque souvent les questions de sécurité, de stratégie, face à la concurrence, face à l'étranger. Quelles sont les règles définies? Quand est-ce qu'on peut donner l'information? Quand est-ce qu'on a le droit de la retenir? Je ne sais pas justement. Il faudrait demander une consultation au CNDH dans ce domaine, n'est-ce pas? Faire une limite. Non pas que vous critiquiez le projet de test, je ne sais pas d'où ça vient ça. Qui est en train de plumer les pauvres oiseaux là-haut? Parce que jusqu'à maintenant, l'analyse du CNDH sur le droit des citoyens d'accéder à l'information, c'est une critique par texte, par morceau de texte. C'est très savant sur le plan juridique, mais ce qui aurait été bien, c'est qu'il nous donne la définition, l'outil qui nous permet de dire là je fais, là je fais pas. Vous savez, la ligne de crête. N'est-ce pas? Bon, j'ai pas le droit de saisine. Hein. Si? Je peux. Alors, maintenant, l'information que je retiens me profite-t-elle? J'ai envie de dire, j'espère que non. Je vous raconte une histoire qui nous est arrivée l'année dernière quand on a reçu, vous savez que chaque année, l'économiste fait des prix pour les jeunes universitaires qui ont passé leur master, leur licence ou leur doctorat. Donc ils déposent des travaux liés à l'économie et évidemment, comme on parle beaucoup de développement durable, beaucoup d'énergie renouvelable, on a eu l'année dernière beaucoup de travaux portant sur ce domaine-là. C'est un domaine où il y a beaucoup de communication, mais pas d'information. Nous n'avons pas d'information. Et c'était à pleurer. Non. Tous ces jeunes qui ont investi du temps pour essayer de réfléchir sur l'énergie renouvelable et qui n'avaient pas assez d'informations pour nourrir leur réflexion, mais c'est à pleurer. Moi, je suis révoltée. Révoltée. C'est pas normal, ça. Et après, on va me compter qu'il y a 2,7 millions de jeunes qui ne sont nulle part, qu'on a laissés sur le bord du chemin. Combien parmi eux n'ont pas pu exercer leur intelligence, leur connaissance, ce qu'on leur a enseigné, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'informations? Ça, je suis révoltée. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Bonsoir. Et je vais rajouter une méchanceté. J'espère que les enfants de ceux qui sont dans la partie ne sont pas en train de se tailler des positions dominantes, des positions privilégiées que les autres n'auront jamais parce que les informations ne sont pas sorties. Bonsoir, merci Madame Salah en tout cas pour cette série d'interpellations. Ce n'était pas simplement une déclaration, c'était toute une série de déclarations avec cette acuité et puis ce mordant qui la caractérise. Si vous lisez ces éditos, vous êtes habitués. Et c'est vraiment pas de la complaisance. Même si on peut ne pas être d'accord parfois, bien évidemment. Je voudrais simplement dire d'autres petites choses sur cette loi, puisque si vous suivez, vous lisez l'Économiste, vous avez dû vous apercevoir que depuis maintenant des semaines et des semaines, elle mène campagne sur cette loi, sur l'accès à l'information, en soulignant les insuffisances et les imperfections de cette loi. C'est en 2012, et pas aujourd'hui, en 2012, qu'à Casablanca, avec notamment mon ami Saïd Soulami qui est ici dans la salle, qui avait travaillé à Article 19 à Londres, c'est là où je l'ai connu en 89, au moment de l'affaire de Salman Rushdie, pour vous donner un repère. Donc c'est en 2012 qu'avec Saïd Soulami qu'on a fait un grand colloque sur l'accès à l'information. Et d'ailleurs à l'époque en présence d'un certain nombre d'experts internationaux qui ont présenté les bonnes pratiques internationales, l'UNESCO et le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'information, etc., etc. Et pour attirer l'attention sur, disons, l'importance stratégique de cette loi, qui était à l'époque un droit inscrit dans la Constitution. Et je rappelle que l'inscription d'ailleurs du droit d'accès à l'information dans la Constitution marocaine
est le résultat de toute une campagne de plaidoyer, comme on dit, notamment de CMF MENA, l'ONG créée par Saïd Soulami, mais aussi de l'OMDH. Et je me rappelle très bien du jour où Amina Bouayesh, présidente de l'Organisation marocaine des droits de l'homme, est venue avec la première formulation de l'article qui va devenir après ce droit. Donc maintenant, on a une loi. C'est-à-dire que la partie, comme d'ailleurs beaucoup de lois sorties de la Constitution de 2011, elles sont insatisfaisantes. Telle loi ou telle loi. Il y a exactement 16 plus 18, ça fait 32 mémorandums du CNDH qui disent notre insatisfaction par rapport à cette loi, mais aussi toute une autre série de lois. Le travail domestique, etc., etc. Maintenant, nous avons une loi qui est, quoi qu'on en pense, une avancée. Elle ouvre. Et à mon avis, une loi n'est pas définitive. Une loi peut être réformée. La question, c'est comment on peut d'abord, se saisir des droits qu'il y a dans cette loi, même s'ils sont limités, mais il faut un droit s'use si on ne l'utilise pas. Et donc il faut l'utiliser. Deuxièmement, à mon avis, il y a une catégorie de citoyens, même si la loi n'est pas faite pour eux, mais qui peuvent jouer un rôle essentiel, ce sont les journalistes. Et je crois que le Conseil national de la presse, qui va être mis en place, qui est une instance d'autorégulation de la profession, peut jouer un rôle là-dedans. Et troisième chose qui me semble essentielle, c'est qu'il y a aussi une responsabilité de la société. Nous sommes dans un pays où on surcommunique entre nous. Il y a 22 millions de Marocains sur Internet. 22 millions. Il y a 6 millions de Marocains sur Facebook. Mais est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on se transmet de l'information? Est-ce qu'on utilise ces canaux pour transmettre entre nous du sens? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de myself, moi-même, et du people, etc. Et donc, il y a aussi une responsabilité sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant, bien évidemment, ça ne remédie pas aux insuffisances que vous savez, mais il y a une responsabilité de citoyen. Est-ce que nous utilisons les opportunités pour créer entre nous une idée essentielle qu'a dit Mme Salah, qui est celle du débat public, de créer des espaces de débat public qui font le grand espace de débat public dont nous avons besoin. Voilà ce que je voulais dire un peu. Le mémorandum du CNDH sur l'accès à l'information, il est sur le site, comme a dit Mme Salah, il est disponible ici. Merci. Il y a quelque chose, j'adore la Constitution de 2011. Pourquoi? Parce qu'on peut la faire nôtre. C'est un truc plein de check and balance, comme disent les Américains. Il y a quelqu'un qui a du pouvoir et il y a tout de suite une autre organisation qui est là, qui a un contre-pouvoir. Mais si on ne le fait pas fonctionner, comme a dit M. Yazami, si on ne le fait pas fonctionner, ben, tant pis pour nous. Hein. Donc c'est Saïd Soulami. Salut Nadia. Bonjour, Saïd Soulami. Je crois que la loi est passée, on attend qu'il soit publié dans le bulletin officiel. Mais je crois que l'étape maintenant, l'étape actuelle, c'est la préparation de sa mise en œuvre. C'est ça le challenge. Et il y a plusieurs défis. Le défi d'abord, c'est le budget. Vous voyez, dans la loi de finances, rien n'a été prévu pour les administrations publiques, les entreprises aussi qui sont concernées par cette loi. Pas de budget pour préparer les archives, etc. etc. C'est la première chose. La volonté politique, parce que la loi, c'est des promesses. Il nous faut une expression d'une volonté politique forte. Est-ce qu'il va venir du Premier ministre ou du ministre de la fonction publique? De qui? Nous, on pense qu'elle doit venir de la commission qui est responsable de l'accès de l'information. C'est la première chose à faire, c'est de constituer cette commission. Parce que c'est elle qui va
travailler avec le ministère de la fonction publique à la mise en œuvre de cette loi. Ce ministère ne peut pas la faire tout seul. Et moi, je sais, pour vous informer, l'UNESCO est le partenaire qui a été choisi pour accompagner le ministère de la fonction publique à la mise en œuvre. Et d'ailleurs, le budget, il est externe, il vient des Suédois, de SIDA. Donc, il faut mettre en place cette commission. Il faut organiser les archives. Si vous lisez sur les archives du Maroc, de toutes les administrations publiques, ils sont dans les garages, et entre guillemets les toilettes. Nous, on a fait une étude sur la loi sur les archives, on a fait des enquêtes. Les archives, n'existent pas. Il faut former les agents responsables de l'information. Nous, on dit qu'il faut, dans chaque administration, une unité d'accès à l'information. Pas un seul responsable. Parce que celui-là, il ne peut pas organiser tout et il ne peut pas répondre à toutes les demandes. Il doit y avoir, comme dans beaucoup de pays, dans chaque administration, des unités responsables de l'accès à l'information. Donc, ces défis-là qui sont importants. Si on rate la mise en œuvre, la loi serait futile. Et il faut aussi lancer une campagne auprès du public. Il y a beaucoup de... moi, j'étais en Jordanie et j'ai vu le responsable de l'accès, de la commission d'accès. Pendant une année, il a reçu 2 plaintes. Parce que les demandes, il y avait 8 demandes toute l'année de l'information. Parce que la campagne de sensibilisation n'existait pas. Et la société civile n'était pas mobilisée. Tout le monde a besoin de l'information. Toutes les associations ont besoin de l'information. Et je voudrais poser une question à Nadia. On sait que les journalistes, ils veulent l'information très vite. La loi, elle prévoit un maximum de 20 jours. Est-ce que vous ne pensez pas que les journalistes doivent avoir un mécanisme séparé qui leur permette d'accéder à l'information? Et la loi sur le code de la presse, la loi sur la presse, il y a un article sur l'accès à l'information, mais il fait référence à cette loi. Donc à 20 jours. Est-ce que vous ne pensez pas que, comme vous savez, l'information se détruit rapidement si on ne la tient pas? Bon, voilà. Je réfléchis en parlant, donc vous ne me ferez pas grief si je dis une bêtise. Ça va... Oui, j'avais jamais pensé à ça. On est preneur. On est preneur d'un statut spécial, quoique je me méfie toujours des statuts spéciaux. Il y a souvent des choses qui se cachent dedans, qui finissent par se retourner contre soi. Donc oui, mais... Et puis si je fais le tour de l'information que la rédaction à laquelle j'appartiens, les rédactions auxquelles j'appartiens, manipulent, mais c'est des informations assez particulières. En fait, ils se fichent pas mal, excusez-moi, des délais. Parce qu'ils rentrent par des trous ailleurs. Voilà. C'est pas comme ça qu'ils cherchent l'information. Parce qu'avec ou sans la loi, ils la cherchent et ils la trouvent. Ce que je dois quand même dire que depuis quelques années, c'est devenu très difficile. On a de l'enfumage, de l'imprécision, c'est glissé là où autrefois on avait des précisions, des choses précises. C'est devenu flou, fumeux, ambivalent. Alors, ce que je ne sais pas, si cette dégradation de l'information autour de nous, qui vient du public, du privé, hein, c'est pas... Il n'y a malheureusement pas de meilleur... Est-ce que c'est voulu ou c'est le résultat que nous voyons parce que notre enseignement s'est dégradé il y a 30 ans et que les jeunes qui sont sortis, ils sont adultes, ils sont devenus des décideurs, ils sont devenus des organisateurs avec une formation moins forte que leurs aînés avaient.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à former, tu as dit tout à l'heure qu'il faut préparer les réseaux dans les administrations, sinon ils n'y arriveront pas. Est-ce qu'il ne faut pas penser aussi à former les gens qui gèrent, les gens qui décident, les gens, à quelque chose de nouveau? C'est un monde nouveau, le monde de l'information, hein, c'est un monde nouveau. Merci, il faut qu'on se voit, hein, parce que sur ça, tu vas nous aider. Hein. Alors juste pour aller dans le même sens, hein, parce qu'on est dans un monde d'information, on est en streaming sur les réseaux sociaux, et il y a notamment des questions où une personne pose la question sur c'est quoi l'accès à l'information au sein des institutions? Quels sont les leviers que cette loi ouvre ou risque d'ouvrir? Et effectivement, donc là, on revient à la question du travail de sensibilisation, d'information des citoyens pour se saisir des leviers que couvre cette loi. Je ne vais pas savoir vous donner une définition parce que je ne l'ai pas sur moi, cette loi-là. Puis tout bonnement parce qu'elle a été votée cette semaine. Qu'est-ce que c'est? L'esprit de cette loi, c'est de dire les citoyens ont accès aux informations que manipulent leurs administrations, leur pouvoir public. Elles ont accès à majoritairement des informations, à un maximum d'informations, sauf une certaine série, enfin des séries d'informations qui sont votre dossier à l'hôpital. Vous avez été soigné par un hôpital public, ils ont votre dossier, mais je ne peux pas aller demander votre dossier. Et ainsi de suite, toutes les données personnelles ne sont pas accessibles à tout le monde. Je sais qu'il y a des pays qui rendent accessibles les déclarations d'impôts. Moi, je pense qu'on n'en est pas vraiment là. Hein. On n'est pas vraiment là. Il y a des pays qui donnent accès aux déclarations patrimoniales de certains élus, hein, de leurs élus. Au Maroc, ils font des déclarations, mais on n'a pas accès à ces déclarations. Hein. Bon, c'est aussi assez civilisationnel ce genre de choses. On n'aura pas accès au patrimoine du président de la Chambre des représentants. Hein. En France, on l'a. On n'aura pas accès au patrimoine du directeur, au ministre ou du directeur de l'OCP. Je ne sais pas pourquoi je pense à lui. Hein, voilà. Parce que c'est vraiment pas l'homme qu'on peut soupçonner de mettre de l'argent à gauche. Hein. Voilà, c'est ça. C'est une bonne réponse. Mais Yazami en sait plus que moi hein, là-dessus. On a encore 3 ou 4 minutes. On peut encore prendre une dernière question ou une intervention. Il me semble qu'il y a un article dans la Constitution qui parle du droit à l'information, l'article 25. Et donc cet article, il dit bien que le droit à l'information n'est pas libre. Oui. Donc il n'est pas libre. Non, il devra être... L'accès à l'information est libre sauf. Voilà. Alors, il faut... et ça, c'est tout un travail qu'il faut qu'on fasse à l'échelle du pays en entier. Nous raisonnons très souvent par interdiction. Or, la liberté de nos esprits, la liberté de nos corps, notre liberté, elle est protégée quand on raisonne comme ça. Tout est permis sauf ce qui est dans la loi. Or, nous avons une culture qui nous dit le contraire. J'attends l'autorisation. Il faut se débarrasser de la culture de l'interdiction. Hier, j'étais dans une réunion où il y avait des patrons d'entreprises dans la taille moyenne. C'est pas les grandes vedettes, mais c'est des gens qui comptent, qui ont du poids hein, dans l'industrie de ce pays. Et alors, ils se posaient la question, comment se fait-il que nos investissements soient si peu productifs au Maroc? Vous savez que nous sommes le pays qui investit la plus grande part du PIB. Nous sommes aux alentours de 30%. Je crois qu'il n'y a que 2 pays qui investissent plus que nous. Donc on est des malades de l'épargne et de l'investissement. À l'échelle nationale, ça ne veut pas dire que vous l'êtes forcément à titre individuel. À l'échelle nationale, nous sommes des malades de l'épargne et de l'investissement et nous avons des rendements extrêmement faibles. Pourquoi? Quelle a été la réponse de ce groupe de gens?
Aucun d'entre eux n'a dit, j'étais très malheureuse, aucun d'entre eux n'a dit, nous n'avons pas assez d'informations pour permettre à nos affaires de se développer. Nous n'avons pas assez... Autour de nous, il n'y a pas assez d'informations pour que d'autres gens développent des affaires. Ils ont dit, il faut qu'il y ait des contrôles. Il faut qu'il y ait de la reddition des comptes. Et il faut qu'il y ait des punitions. Si j'ai dans ma tête de punir, ben je comprends que les jeunes qui sont en dehors du système n'osent pas y rentrer. Si je raisonne en termes de punir, enfin on s'éloigne beaucoup de notre sujet là, hein, ben c'est des droits de l'homme quand même. Si je raisonne en termes de punir, je vais anesthésier une grande partie de ma population. Et finalement, je serai la première perdante parce qu'on ne s'enrichira pas ensemble. On va prendre une dernière intervention, celle de Saïd Soulami, et puis on va conclure. باش نجاوب لي على الاستثناءات. Tous les pays, il y a 113 pays qui ont adopté une loi. On est 114, pas encore. Hein. On n'est pas dans le bulletin officiel. Toutes les lois ont des exceptions. Une série d'exceptions. Des fois plus longues que celles de la loi marocaine. Le problème, ce n'est pas les exceptions. C'est le test du préjudice qui n'existe pas dans la loi. Beaucoup de lois, ils demandent à l'administration d'utiliser le test du préjudice. Celui qui va délivrer l'information doit juger est-ce que délivrer cette information va porter un préjudice à l'intérêt de l'institution ou de la personne ou est-ce qu'elle est dans l'intérêt du public de délivrer l'information. Et ce test, c'est très difficile. Non, on ne l'a pas dans la loi, ça veut dire qu'on ne va pas l'utiliser. Mais les exceptions dans la loi ne sont pas absolues. Parce qu'il y a un autre article qui dit si le chargé d'information considère qu'il y a dans ce document des informations qui peuvent être délivrées et les autres non, il peut barrer l'information secrète. Il peut la barrer avec un crayon noir ou le lever quand c'est un document je veux dire Word, Word, et donner l'information à la personne qui la demande. Donc le problème, c'est celui de ce test. Le modèle de loi africaine, non, le Maroc a rejoint l'Union africaine. Il y a un modèle de loi de l'Union africaine qui a été utilisé par beaucoup de pays. Il a été aussi utilisé dans la vie du CNDH. Il n'a jamais été une inspiration pour le législateur. Et les rapports de l'article 19 ou nos rapports à nous ou de transparence n'ont pas été aussi une inspiration. Un grand problème, c'est pourquoi cette loi? Pour que les gens comprennent pour qu'ils doivent être encouragés à l'utiliser. Il n'y a pas de préambule. Pourquoi la loi? Elle sert à quoi? Toutes les lois marocaines ont un préambule. Celui-là, cette loi ne l'a pas. Le ministre, quand il va parler dans les réunions et tout ça, il dit la loi, elle est pour combattre la corruption, pour la participation des citoyens à la politique publique, etc., etc., pour l'investissement, pour la recherche scientifique, pour le journalisme d'investigation. Toute une liste. Mais il n'a pas, il a résisté l'inclusion d'un préambule durant les débats, que ce soit à la commission des parlements, des représentants ou des conseillers. Il a refusé toutes les propositions, sauf une. Et c'est celle des étrangers. Parce qu'un article, il parlait, les Marocains, on n'a pas parlé des étrangers résidant au Maroc, ils ont le droit d'utiliser cette loi. Mais un article qui a été voté, mais il a négligé les étrangers.
on est obligé de donner le numéro de notre carte nationale. Les étrangers n'ont pas de carte nationale, ils ont une carte de résidence. Toute la Chambre des députés a négligé ça. Heureusement que celle des conseillers a introduit. Donc c'est ceux et celles qui, c'est-à-dire les associations qui disent qu'il y a des exceptions, ils sont longs, ils n'ont qu'à voir les autres lois. C'est la même chose, les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, les Suisses, ils ont tous une longue liste de secrets, mais ils ont le test de préjudice que nous n'avons pas. Et c'est tout. Merci de ces éclaircissements. Merci madame. Vous souhaitez... Ah oui, non mais c'est un expert en la matière. Donc merci beaucoup à madame Nadia Salah de sa contribution, d'avoir répondu à notre invitation sur ce débat très très riche. Les activités du CNDH continuent avec un hommage à une très grande personnalité marocaine de la question des droits de l'homme. Il s'agit de monsieur El Hiba. Donc je vous invite à rester parmi nous.